En 1889, William Whiteway est élu premier ministre de Terre-Neuve. L'une de ses principales promesses électorales était d'achever la construction du chemin de fer transinsulaire. La construction avait commencé en 1881, mais l'entrepreneur responsable de la réalisation des travaux déclare faillite 3 ans plus tard. La construction progresse à peine les années suivantes. Lorsque William Whiteway revient au pouvoir, le chemin de fer supposément transinsulaire n'est toujours pas sorti de la péninsule d'Avalon. Il existe 2 embranchements à partir de St. John's, l'un jusqu'à Harbour Grace et l'autre jusqu'à Placentia. La priorité du nouveau gouvernement est de recruter un entrepreneur compétent. William Whiteway désire une personne digne de confiance qui accepterait de mener à bien cette entreprise au prix convenu. Il le trouve en la personne de Robert Reed, un constructeur de chemin de fer écossais possédant une vaste expérience en Amérique du Nord. Au cours de ses 20 ans de carrière, il a construit un pont au-dessus des fleuves Rio Grande et Colorado. Il a, de plus, participé à la construction des sections les plus difficiles du chemin de fer du Canadien Pacifique. Ces réalisations lui ont permis d'accumuler une fortune de 6 millions de dollars. Il a également acquis la réputation de terminer les entreprises les plus exigeantes en respectant l'échéancier et le budget. En juin 1890, Robert Reed signe un contrat pour la reprise des travaux sous sa direction. Il accepte de construire une voie ferroviaire de 422 km de la jonction d'Harbour Grace jusqu'à Halls Bay. En échange, il touchera 15 600 $ pour chaque kilomètre,6 de rails posés. Les travaux reprennent donc à l'automne. Environ 1500 hommes s'acharnent à défricher à la pioche, à la pelle et à l'explosif le sol rocheux. C'est un travail pénible et dangereux qui ne rapporte qu'1 $ par jour. Après des journées de 10 heures de travail, ces hommes préparent leur propre repas sur le feu et dorment dans des tentes qu'ils ont montées eux-mêmes. La construction de la voie ferroviaire progresse rapidement malgré les obstacles. À la fin de l'année 1892, les travailleurs ont déjà posé environ 225 km de rails. Le gouvernement est satisfait et demande à Robert Reed s'il est possible de poursuivre la voie ferrée jusqu'à Port-au-Basque. En 1893, Reed consent donc par contrat à construire 459 autres kilomètres. Il s'engage également à exploiter le chemin de fer pendant 10 ans. Il recevra en retour 5000 acres de terre pour chaque kilomètre,6 de voie ferrée en service, soit environ 2,5 millions d'acres. Le trajet prévu jusqu'à Port-au-Basque suscite une certaine controverse. Robert Reed veut se rendre jusqu'à Halls Bay, puis se diriger vers le sud-ouest. Le gouvernement n'est pas d'accord. Il exige que Robert Reed laisse tomber Halls Bay et continue par la chaîne du Gaff Topsail. Le trajet étant plus court, il envisage de faire de sérieuses économies. Cette décision se révélera une grave erreur. La chaîne du Gaff Topsail est exposée à tous les éléments. Les pires conditions météorologiques de l'île y sévissent. Les bancs de neige peuvent atteindre au moins 4 mètres. L'exploitation du chemin de fer l'hiver représentera un énorme et coûteux problème. La construction avance à grands pas et le chantier compte entre 2000 et 3000 travailleurs au plus fort des travaux. Le chemin de fer franchit la chaîne du Gaff Topsail en 1894. Il rejoint les villes de Corner Brook en 1895 et Codroy Pond en 1896. Finalement, la voie ferrée arrive à Port-au-Basque. Le chemin de fer s'étale sur 879 km au coût de 10,7 millions de dollars. Le premier train transinsulaire entre en service l'année suivante. Il quitte St. John's dans la soirée du 29 juin 1898 et entre en gare à Port-au-Basque 28 heures plus tard. Les passagers montent ensuite à bord du SS Bruce vers la Nouvelle-Écosse. À partir de cette date, 3 trains partent de St. John's chaque semaine. La fin des travaux de construction sur la ligne principale est un résultat bienvenu. Elle prive cependant de travail environ 3000 hommes au moment où l'industrie de la pêche à la morue connaît une période difficile et que la dette publique est à la hausse. Le gouvernement, désireux de stimuler la création d'emplois, fait encore appel à Robert Reed. Ses 2 fils, William et Harry, occupent maintenant, auprès de leur père, des postes de gestion importants dans l'entreprise familiale. Le gouvernement demande à la famille Reed de construire d'autres embranchements pour favoriser l'emploi. Il veut également que cette entreprise familiale exploite les vastes territoires cédés dans les contrats de construction. Le gouvernement espère ainsi que l'entreprise familiale lancera des opérations forestières et minières qui nécessiteront des milliers de travailleurs.
La famille Reed se montre intéressée à condition de prendre les commandes du chemin de fer. Si elle découvre des ressources minérales sur une parcelle de terre éloignée, ou si elle cherche à exploiter une forêt inaccessible, elle veut pouvoir construire un embranchement pour y parvenir. Un nouveau contrat est donc rédigé et ratifié en 1898, accordant à la famille Reed des pouvoirs extraordinaires. Le gouvernement lui concède l'exploitation du chemin de fer pendant 50 ans avant de devenir propriétaire de plein droit. La famille sera également responsable de l'exploitation des navires à vapeur côtiers pendant 30 ans, des services de télégraphie pendant 50 ans et de l'implantation d'un service de tramway à St. John's. Cette entente revient en fait à lui donner le monopole de services de communication et de transport public de Terre-Neuve. Le contrat accorde également à cette entreprise 3 millions d'acres. Par contre, celle-ci doit verser au gouvernement 1 million de dollars et lui restituer la moitié des terres obtenues en vertu du contrat signé en 1893. Cette entente de 1898 est celle qui soulève la plus grande controverse. Robert Bond, le chef du Parti libéral, s'y oppose fermement. Il accuse le gouvernement de vendre à un homme d'affaires étranger ce qui appartient à la population de Terre-Neuve, notamment le chemin de fer, les services de télégraphie et bien d'autres. Des journaux locaux s'objectent aussi à cette entente, dont le Harbour Grace Standard. Ce pacte est beaucoup trop important pour en laisser la seule décision aux membres du Parlement. L'électorat doit y participer. Toute la population doit exiger de pouvoir s'exprimer avant la conclusion d'un tel marché, afin d'éviter que les générations futures ne se retrouvent pieds et poings liés par cet accord. La population doit immédiatement présenter une pétition au gouverneur pour suspendre les instances gouvernementales et empêcher l'adoption précipitée d'une telle mesure législative. De toute façon, la consultation de l'électorat est nécessaire. Aucun membre du Parlement ne devrait voter sur une disposition législative si mal ficelée. Les opinions sont partagées à la Chambre d'Assemblée et l'appui à cette entente diminue. Au début de l'année 1900, une motion de censure renverse le gouvernement. Un an plus tard, Robert Bond remporte l'élection sur la promesse d'une renégociation du contrat. Le nouvel accord prévoit la remise du million de dollars versé par Robert Reed. Il permet au gouvernement de conserver la propriété du chemin de fer et des services de télégraphie. L'homme d'affaires accepte la gestion du chemin de fer jusqu'en 1951 et restitue également 1,5 million d'acres au gouvernement. La révision du contrat mécontente la famille Reed. Dans ces circonstances, elle ne peut plus tirer parti à son gré du territoire qui lui appartient. On lui impose de plus la gestion d'un chemin de fer qui ne sera jamais rentable, et ce, pour divers facteurs. La faiblesse démographique de Terre-Neuve, entre autres, signifie un nombre limité de passagers. La décision du gouvernement d'opter pour un chemin de fer à voie étroite, plutôt que normale et plus coûteuse, nuit au transport des marchandises plus lourdes. Le territoire accidenté de Terre-Neuve aggrave aussi le problème, tout comme les dures conditions hivernales sur la chaîne du Gaff Topsail. Les retards sont monnaie courante. Les faibles revenus tirés du transport des passagers et des marchandises ne compensent pas les coûts d'exploitation élevés. De plus, le déneigement de la voie ferroviaire l'hiver coûte une fortune. En 1905, la famille Reed, face à une situation désespérante, essaie de vendre tous ses actifs terre-neuviens au gouvernement pour un montant de 9,5 millions de dollars, mais ce dernier refuse. Les années suivantes, la compagnie de chemin de fer de Terre-Neuve poursuit ses activités malgré les conditions très difficiles. Elle construit bien quelques embranchements, mais le chemin de fer commence à se dégrader. Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, la compagnie de chemin de fer affiche un déficit annuel de 200 000 $. En 1922, la famille Reed engage un expert canadien, R.C. Morgan, pour effectuer un examen de la situation. Il constate le dysfonctionnement du chemin de fer. Ces énormes coûts d'exploitation éliminent toute possibilité de rentabilité. Il lui en coûte 7,5 sous pour déplacer une tonne de marchandises par 1,6 km, alors qu'il n'en coûte que 1 sou au Canadien Pacifique. Dans son rapport, R.C. Morgan résume ainsi le problème. Ce chemin de fer n'a jamais été rentable, car le nombre de passagers y est insuffisant. La charge du train est trop faible en raison des fortes pentes, de moteurs moins puissants, de rails légers et de ponts moins robustes. Le barème tarifaire est trop bas.
Les embranchements ont été construits sans possibilité de rentabilisation. Des bureaux sont en service, même si la situation économique ne le justifie pas. La main-d'œuvre et le coût matériel ont considérablement augmenté, mais les tarifs de transport sont restés les mêmes. Au mois de mai 1922, le train cesse de rouler pendant une semaine. La famille Reed déclare qu'elle ne peut plus payer ses employés. Le chemin de fer lui avait coûté jusqu'à présent 6 millions de dollars. Le gouvernement doit intervenir. Il annule le contrat et consent à verser 2 millions de dollars à la famille Reed pour les diverses améliorations apportées au chemin de fer et à la cale sèche du port de St. John's. Le 1er juillet 1923, le gouvernement prend en main la direction du chemin de fer de Terre-Neuve. Le règne de la famille Reed prend fin.